Trump nous a flingué le marché, mais il a très largement fait exprès parce que ça n'est clairement pas un dirigeant qui est bête, il fait ça malheureusement dans ses intérêts ou dans ce qu'il croit être ses intérêts. Du coup, je vais t'expliquer les différents mouvements de marché qu'on a eu sur Bitcoin et notamment sur les autres altcoins, la partie crypto, etc. On va regarder la macroéconomie, on va regarder toutes les news qui tournent depuis ces dernières 48 heures parce que la dernière vidéo date de 48 heures. N'hésite pas à t'abonner, à regarder un petit peu ce qu'on te propose. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like sous cette vidéo, ça fait énormément de soutien et beaucoup de plaisir pour le développement de la chaîne et du projet Bamboufine. Encore une fois, si vous avez une société, envoyez-moi un email à contact@bamboufine, je vous répondrai avec un superbe projet qui vous intéresse seulement si vous êtes une société. Pour vous remettre le contexte, je vous tourne donc la vidéo le lendemain de l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump qui a donc flingué tous les marchés, hein, pas que le Bitcoin. Et justement, la voici, cette superbe annonce. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il est arrivé en gros showman avec un superbe tableau avec les différentes augmentations dans le monde entier, hein, avec donc des plus 10% au minimum et jusqu'à plus beaucoup trop pour certains autres pays. Et à côté, donc la colonne de gauche, il met le récapitulatif de là où on en est au niveau des taxes sur ces différents pays-là. D'accord, donc ça c'est ce qu'il a mis en place. On a un premier point qui est très souvent négligé, qu'il ne faudrait, à mon avis, à mon sens, ne surtout pas le négliger, c'est ce que font et le comportement des mineurs. Les mineurs de Bitcoin aux États-Unis, ils sont quand même énormes, hein, sur toute la partie du Texas, s'inquiètent énormément de la guerre des tarifs douaniers. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un vrai gros problème pour eux. Pourquoi? Parce que pour entretenir la partie des minages et les machines, très souvent, du moins pour l'instant, c'est en gestion avec la Chine, d'accord? C'est-à-dire que c'est eux qui vont s'occuper de ravitailler en contenu, en machines, etc. Donc c'est Chine, Thaïlande, bref, c'est l'Asie. Donc en fait, les mineurs, déjà, et bon, certes, ils sont très rentables parce que le revenu du minage, le coût, pardon, est aux alentours des 42 000 balles, pardon, mais le prix des machines se prendre du coup naturellement l'augmentation de tarifs. Je crois que c'est 30 ou 25 ou je sais plus combien de pourcents pour la Chine par exemple. D'un coup, paf, donc ça arrive du jour au lendemain, bim, et ben du coup les mêmes pièces vont coûter 30% plus cher et ça c'est un vrai gros problème. Du coup, ben, ils s'inquiètent de cette petite guerre de tarifs parce que du coup, les Chinois peuvent rebalancer dans l'autre sens et ça fait un cataclysme sur la mondialisation, sur la gestion et l'échange qu'il y a entre les différents pays du monde. Tout ça parce qu'il y a un gars blond qui a décidé de péter son câble. D'accord? Bon, bref. Ensuite, le marché crypto, bien évidemment, n'a pas attendu pour se prendre une petite claque. Je dis une petite claque parce qu'on a eu des claques beaucoup plus grosses que ça. On a quand même 509 millions de dollars de liquidés en 24 heures. Alors je sais pas si c'est un poil pire que ça, c'est 541 millions de dollars, essentiellement des longues, hein, qui se sont fait donc liquider sur les dernières 24 heures, forcément beaucoup sur Bybit, Binance, bon ça à la rigueur on s'en fout, mais c'est pour vous expliquer que il y a quand même 500 millions de dollars de cours de trading qui se sont fait éclater sur les dernières 24 heures. Et au-delà de ça, quand tu regardes, et je vais te montrer ça juste après, la valeur même des cryptos a perdu quand même des milliards de dollars, d'accord? Ensuite, il y a toujours les fameuses prédictions de Polymarket qui là actuellement prédisent, du moins en tout cas ceux qui sont dessus, hein, parce que les prédictions c'est des gens qui payent et qui parient donc un petit peu comme la FDJ mais juste sur un coin flip, hein, c'est l'un ou l'autre. Et là, pour le coup, on est sur du 53% de chances qu'il y ait réellement une récession économique aux États-Unis en 2025. Voilà, c'est un petit peu la mode de sortir ce mot récession depuis 2 ans maintenant. Je crois que la dernière fois, on en parlait avec Alex, c'était en 2023. On vous en a beaucoup parlé en 2024 suite à certaines chutes de banques, etc. etc. Bref, je l'ai entendu parler énormément de fois. Et là, on a plein de gens qui votent sur cette partie de récession en 2025 aux États-Unis. 53% de chance, hein, on est loin quand même des 100%. Mon avis, on s'en fout. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je vais le regarder de très très près et que c'est pas plus mal d'avoir une récession dans notre sens, dans le sens où en fait, quand il y a une récession, ils sont obligés d'activer la machine à cash
fort, très très fort, et du coup ben, quand on active la machine à cash très fort, on a un déversement de liquidité qui arrive sur la partie risquée et donc sur la partie des cryptos, donc ça peut être intéressant. Mais avant ça, ça fait une chute comme tout le monde parce que les gens ont peur, retirent, vendent et pensent bien évidemment à comment ils vont manger demain. Ok, ça c'est la news que j'ai vu passer, qui est un petit peu détournée en termes de titre, et puis qu'il faut faire attention quand vous analysez ce genre de choses. Il faut pas mal interpréter, puis il faut regarder surtout où est-ce qu'on en est concrètement, donc il faut aller creuser un petit peu plus loin. Mais quand tu vois ce titre directement, les États-Unis seraient prêts à acheter 200 milliards de dollars en Bitcoin, la plus grosse opération de l'histoire, tu te dis mais pourquoi Bitcoin ne monte pas? Bah, tout simplement parce que c'est trop simple. Si c'était juste comme ça, l'idée en fait c'est de faire des bit-bonds, donc des obligations qui seraient rémunérées à 1%, dont 10% serviraient à acheter du Bitcoin. Donc en fait, concrètement, sont très forts les États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire tiens bon on a des fonds, on va acheter du Bitcoin, on les met en réserve et paf, non, ils se disent on va taxer tout le monde sur une partie de la taxe qu'on a et qu'on truc, on va la changer en Bitcoin et la mettre derrière. C'est quand même pas du tout la même façon de penser, d'accord? Et c'est pas du tout la même façon de voir une réserve de Bitcoin ou même d'y croire. C'est-à-dire que quand tu reçois tout le temps quelque chose, c'est beaucoup plus simple de dire tiens je reçois quelque chose, il y a une partie, je vais la mettre en truc. Plutôt que de prendre ta partie réelle et la transformer en truc, c'est différent. Donc c'est aussi pour ça que le marché ne le prend pas si bien que ça. Ok, on a d'autres informations qui tournent très fortement actuellement sur la partie des stablecoins, sur plusieurs points. Le premier point, c'est nous en Europe, hein. Donc pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on va avoir l'USDT encore tradable et utilisable pour nous en Europe? Ça va devenir compliqué dans les mois qui suivent. Alors encore une fois, nous on travaille notamment avec BitGet et MXC qui sont pas réellement rentrés dans les règles MiCA, donc pour l'instant ils le proposent toujours. Mais bien évidemment Binance a arrêté de proposer l'USDT en Europe, et Kraken également qui déliste totalement cet énorme point, et du coup Tether ça leur fait quand même un petit peu mal. On a aussi plein de questions sur le FDUSD. Donc est-ce que ce sera le prochain à disparaître? Et bien évidemment il a perdu temporairement sa parité en allant chercher les 91 centimes de dollars, hein. C'est assez fou, mais vous pouvez le regarder, ça dépègue un petit peu sérieusement, ça a fait peur à plusieurs personnes. D'accord, donc c'est pas très grave en soi. Je suis bien en quoi là? Parce que je suis bien en dollars sur mon truc, parce que sinon ça va pas le marcher. Bon, oui, bref. Donc tu vois que tout allait parfaitement bien sur le FDUSD, et puis paf d'un coup hop un gros dépeg, et puis après on est revenu pas complètement à la normale comme vous pouvez voir. Donc ça inquiète beaucoup de gens, et notamment ceux qui ont des FDUSD qu'ils mettent sur Binance pour pouvoir récupérer tel et tel rendement sur Binance. Donc voilà, puis en même temps tu poses la question, est-ce que c'est bon de l'avoir tout ça sur tel et tel truc? Bon, encore une fois, pour ceux qui se souviennent pas, c'est Justin Sun qui sont derrière Tron, qui sont derrière la plateforme, donc j'ai oublié le nom. Bref, donc les stablecoins sont vraiment mis à mal en ce moment, et notamment aussi parce qu'on a le A-Bill de mettre en place une réglementation très stricte sur la partie des paiements en stablecoin, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent, hein, et à titre juste, hein, que les stablecoins sont des crypto-monnaies, et donc en fait ça ne rentre pas dans toute la législation. Et justement ils veulent changer cette partie là, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que $1 en Tether, enfin un USDT, c'est $1 de bloqué quelque part en équivalent, ou en dollar direct, ou en dette américaine, ou autre chose, parce qu'ils se sont amusés à faire pas mal de choses. Mais du coup c'est finalement quand même des dollars, alors qu'un bitcoin c'est un bitcoin, d'accord, point barre. Ok, donc il y a beaucoup de points très importants sur les stablecoins, mais hein, on a quand même Tether qui s'en sort très bien. Ils ont encore acheté 8888 bitcoins pour avoir un total de 7,8 milliards de dollars d'équivalent en bitcoin. Ils sont encore très bien, et heureusement pour eux, parce qu'ils vont peut-être avoir certains jours un peu compliqués au niveau de l'Europe, avec donc le développement de leur stablecoin, et où ils s'adaptent et ça va leur coûter beaucoup d'argent, et où ils s'adaptent pas et ça va leur coûter beaucoup d'argent. Donc résultat des courses, ça va leur coûter beaucoup d'argent, donc ils ont intérêt à avoir beaucoup d'argent de côté.
On a Gazprom, hein, là on passe un peu à la partie donc des news éparses, qui est le tout premier producteur mondial de gaz naturel qui se lance dans la tokenisation. Effectivement, la tokenisation, la partie des RWA, les oracles, vous le savez, c'est quand même l'une des principales nouveautés, je vais dire ça avec des grands guillemets parce que c'est pas nouveau du tout, mais de ce cycle qui intéresse fortement les industriels et à mettre donc dans leur partie à elles, hein, mais du coup ça fonctionne comme ça fonctionne avec des RWA qui vont tokeniser et ça fonctionne avec des oracles qui vont s'occuper de la gestion du prix par rapport à la réalité. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionnera, et les RWA quand même, notamment avec Ondo et Mantra, font beaucoup de bruit mine de rien et qui s'en sont très bien sortis sur ces dernières chutes de ces dernières semaines. On a beaucoup d'analyses, hein, souvent des analyses on-chain, donc qui essayent de chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin. Alors dévoile une phase cachée d'accumulation sur Bitcoin, c'est facile, hein, mais en gros beaucoup de points expliquent que voilà, certes ça y est, on n'ira pas chercher plus bas, on est sur la bonne phase, regardez, paf pif paf pouf, à chaque fois qu'on a eu ça, ça faisait que de remonter, blablabla. Bref, il y a toujours beaucoup d'analyses un petit peu dans tous les coins. Encore une fois, la partie technique c'est une chose, la partie on-chain c'est autre chose, la partie macroéconomique c'est encore autre chose. Vous faites un petit gloubli-goubla de toute cette chose-là dans votre tête et puis normalement vous arriverez à faire quelque chose qui vous correspond à vous et qui vous permettra de faire des bonnes choses pour vous. Ensuite, peut-être qu'on va avoir encore du changement auprès de la SEC, hein, parce que Paul Atkins serait bientôt à la tête potentiellement. En tout cas, il y a des votes en sa faveur au Sénat aux États-Unis. Bon, on a déjà quelqu'un qui est plutôt crypto-friendly, donc voilà, qui a déjà balancé pas mal de choses que Gary Gensler avait fait. Est-ce que ce sera encore plus simple? Écoutez, on verra. C'est encore beaucoup de on-dit, tout ça. Je vous disais à ceux qui étaient en live tout à l'heure qu'il faut faire très attention à ce qui est annoncé et aller on va, ils vont. Il faut plutôt regarder ce qui est concrètement fait et mis en place, parce que les rumeurs c'est facile à faire, mais concrètement et concrétiser quelque chose c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, vous avez ce type de news là, je suis obligé de vous le montrer pour vous expliquer que vous devez faire extrêmement attention sur plein de points. Audit crypto de Trump, XRP, ADA, les 5 cryptos qui vont faire x10 en avril. Faites très attention sur de news, parce que bien évidemment ça n'existe pas, hein, il n'y a pas de conseil en investissement sur n'importe quel truc, ça c'est sûr. Et ensuite d'analyser un portefeuille public, ça ne veut strictement rien dire, parce que moi je peux sortir, mais clairement là je sors mon mon meme coin le plus pété au monde. Je vais récupérer 5 millions de dollars, je ne sais où, pour racheter de mon stablecoin. Non, putain, arrête avec tes stablecoins. De mon meme coin. Mon meme coin, j'en envoie gratuitement, d'accord, gratuitement sur le portefeuille de Donald Trump qui est public. Tout le monde pensera que Donald Trump a acheté mon meme coin de merde. Du coup, tout le monde se met à acheter mon meme coin de merde. Je suis content, je me fais plein d'argent. Toi, tu penses que Donald Trump l'a acheté, que c'est intéressant, alors que non. Donc, faites très attention quand on a quelque chose de public, ça n'empêche personne de lui envoyer gratuitement pour s'auto-faire de la pub. Donc, faites très attention. Il y a certaines annonces officielles, on le sait qu'il a de l'ADA, on le sait qu'il a d'XRP, on le sait, tous ces trucs-là, mais les annonces non officielles, partez du principe que c'est de la merde, comme ça au moins vous ne vous ferez pas avoir, ok ? Le Royaume-Uni appelle à faire de la crypto une priorité. Alors c'est pas dans le bon sens du terme, c'est plutôt dans le sens de mettre en place des réglementations qui sont assez strictes, même si là ils disent favorables. L'idée c'est quand même de faire quelque chose de favorable pour eux, pas pour nous, voilà, dans ce sens-là. Mais en même temps, vu que c'est complètement le bazar, qu'on est complètement en zone grise, ça pourrait au moins faire du bien d'avoir une législation qui serait claire, parce qu'au moins on saurait concrètement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bon, on verra bien, ça va arriver de toute façon. Ensuite, Fidelity, ça y est, ils l'ont lancé. Donc Fidelity, ceux qui proposent plusieurs ETF aux États-Unis, proposent donc de mettre des crypto-monnaies dans leur portefeuille pour la retraite aux États-Unis. C'est assez ouf, hein. Et en plus de ça, d'en retirer un avantage sur les taxes aux États-Unis. Comme quoi, quand je vous dis que les États-Unis sont largement en avance sur ce que nous on propose en France et en Europe, c'est vraiment pas une blague. C'est parce que quand tu l'étudies, que tu regardes, tu le sais qu'ils sont en avance. Mais du coup, tu sais aussi que ça va arriver chez nous. Donc réfléchis là-dessus, fais en sorte de comprendre et potentiellement de mettre tes investissements en fonction de tes réflexions. Ça sera toujours quelque chose qui sera intéressant.
Côté ETF, on a Van Eck qui préparerait apparemment un ETF BNB. Ça, c'est une grande nouvelle et c'était un petit peu l'évincé de toutes les news d'ETF depuis très longtemps. Quand vous allez sur CoinMarketCap, les 10 premiers ont été proposés en ETF, même Dodge, hein, mais pas BNB. Pourquoi? Bah parce que BNB, c'était beaucoup trop lié à Binance, et puis Binance, c'est pas si américain que ça finalement, hein. C'est un Chinois qui a développé ça, ouais, aux États-Unis, oui, bon, blablabla. Donc ils n'ont pas voulu le mettre. Mais là, ils ont quand même regardé ça un peu plus près. Et mine de rien, le BNB, quand tu regardes la courbe, c'est peut-être la crypto qui a été la plus résiliente de tout le bazar qu'on a eu ces derniers temps, avec leur système de burn d'utilisation et en étant la plus grosse plateforme de crypto au monde. Ça joue forcément, même si c'est séparé, il faut quand même bien se rendre compte que la BNB Chain et Binance, c'est deux choses qui sont complètement séparées, mais en termes de nom, on est obligé de se les rapprocher quand même en tête. On a une autre news sur la partie des ETF, alors là c'est Grayscale. Alors Grayscale, ça a été des génies à un moment, c'était les premiers à sortir des ETF sur Bitcoin, mais futurs, donc c'est un peu différent, hein. Le cours futur c'est un peu compliqué, je vais pas vous expliquer et faire des cours de finance tout de suite. Du coup, quand les ETF spot sont arrivés, ils avaient accumulé tellement de dettes qu'ils pouvaient pas avoir le bon prix, donc ils se sont fait flinguer par Fidelity, par BlackRock, etc. Et là, ils reviennent sur lancer des nouveaux ETF Bitcoin qui seront appelés les Covered Call et les Premium Income, qui sont, pour faire très simple, de la merde de la finance traditionnelle ramenée sur Bitcoin. Donc, c'est encore une grosse connerie selon moi. Alors, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais centraliser de la décentralisation, je me répète beaucoup, mais comme ça rentrera un petit peu au fur et à mesure dans vos têtes, mais c'est une catastrophe. Donc de toute façon, c'est pas pour vous, donc vous en foutez directement, parce que vous pouvez pas en prendre parce que vous n'êtes pas aux États-Unis, mais je le répète encore une fois, la meilleure façon d'avoir du Bitcoin, encore, c'est d'en prendre pour soi-même, point barre. Je vois pas pourquoi on irait s'embêter à faire ce genre de choses-là, surtout nous. Par contre, là où c'est important, c'est qu'il faut se faire accompagner sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement de détenir des bitcoins, c'est quoi, c'est où, c'est comment. Donc là oui, on intervient bien évidemment avec Bamboufin, et spécialement pour toi si tu es une entreprise, envoie-moi un email à contact@bamboufin.io, je pense que ça va t'intéresser. Ensuite, ça y est, avec le bazar qui se passe un petit peu sur Solana, du moins l'accalmie qu'on a sur Solana et le un peu retour de l'utilisation qu'on a sur Ether, je te parle un petit peu parce que le prix c'est catastrophique, et ben on a Ethereum qui reprend sa couronne sur les exchanges décentralisés en termes de volume, d'accord. Bon, voilà, on est passé à 52,6 milliards pour Solana, alors qu'on est à 64,6 milliards de dollars d'échangés sur les exchanges, donc principalement Uniswap pour Ethereum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ce bazar, le prix d'Ether qui baisse, l'utilisation un petit peu en berne, ben finalement Ethereum ça coûte plus cher, plus si cher que ça. Les Layer 2 c'est une catastrophe, plus personne les utilise parce que autant rester sur Ethereum directement. On a le Vanuatu qui a adopté une réglementation très stricte sur la partie des cryptos. Donc encore une fois, il y a des endroits qui préfèrent avoir une réglementation, c'est limite non. Bon ben pourquoi pas. On a un record historique qui a été mis en place de nouveau, et cette fois-ci c'est pour la levée de fonds de l'industrie crypto. Bon ben c'est beaucoup sur des très grosses entreprises que tu connais, hein, notamment WLFI. NinjaTrader je connaissais pas du tout, je savais pas qu'ils avaient levé autant de thunes. Napster, MoonPay et Wall je connais pas non plus, je connaissais Napster, MoonPay et WLFI bien évidemment, mais donc il y a quand même un réel intérêt de la part des investisseurs institutionnels d'une part, des business angels d'autre part, et des VC dans les venture capital qui investissent quand même beaucoup sur l'avenir de la partie crypto, on ne peut plus la nier maintenant. On a la reprise donc des remboursements de FTX pour nous les Européens. Donc vérifiez un petit peu vos news. Pour le coup, moi je suis un peu en retard parce que c'était compliqué avec c'était à ma société, il faut que je passe à moi avant. Enfin bref, on s'en fout, c'est un délire. Mais surveillez un petit peu, vous pouvez récupérer ce que vous avez laissé en partie à ce moment-là. Je pense que c'est intéressant. Et enfin, on a la grosse annonce du Tao qui annonce de BitTensor, qui propose et qui annonce donc le TaoFi, qui est donc maintenant un superbe pont et un super nouveau bridge qu'on a donc des USDC d'Ether sur BitTensor EVM avec le Tao USD, et du coup forcément ça fait un petit peu de finance décentralisée qui peut potentiellement vous intéresser si jamais vous n'avez pas vu tout ça.
Du coup, que se passe-t-il sur les marchés? Bon, bah là, clairement, je t'ai mis la lumière rouge derrière. En même temps, je t'avais prévenu mardi qu'il y avait de fortes chances que ce soit rouge. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo de mardi parce que ça pourrait être très intéressant pour vous. La vidéo de mardi, on était sur cette petite mèche rouge et je vous avais expliqué, tiens, c'est bizarre qu'on mèche rouge parce que normalement, le marché devrait aller chercher les 87 000 $ qui sont l'achat de Michael Saylor avant de rebaisser. Qu'est-ce qui s'est passé après mardi? On est allé chercher les 87 000 $ et on s'est flingué. Preuve à l'appui de ce que je vous ai expliqué, c'est en vidéo sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller vous amuser. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas là pour être Madame Irma, pour vous donner des conseils, quoi que ce soit. Je suis là pour vous ouvrir votre esprit sur comment analyser, comment comprendre, comment voir un petit peu ce qui se passe au-delà de juste un graphique. Il faut regarder en dehors, d'accord, vraiment regarder un petit peu la big picture et regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de tout ça. Ça m'étonne un petit peu plus, c'est-à-dire que je vous ai dit par contre aussi mardi que je ne voyais pas le Bitcoin et la dominance de Bitcoin rester très longtemps au-dessus des 62,57. Pour l'instant, on est encore au-dessus. On est à 63. Enfin, je vous avais dit au-dessus de 63%. Bref, on s'en fout. Mais c'était au-dessus de mon point bleu. On est allé chercher 63%. On est un petit peu retourné en dessous. Mais on est très très haut. D'accord? On est vraiment très haut. Quand tu regardes donc la dominance de Bitcoin en daily, tu te rends compte qu'en fait, on n'est pas allé chercher cette zone-là depuis mars 2021, d'accord? Une date qui nous aura bien évidemment tous marqué, mais on était quand même allé chercher beaucoup plus haut au dernier cycle. Ça m'étonnerait vraiment fortement. Je ne pense pas, du moins, sans bear market, sans histoire chelou, aller chercher les 72% de dominance sur Bitcoin, ça serait très étonnant, mais rester, je vous l'avais dit, dans cette zone là 60-62, c'était pas du tout déconnant. On était resté pendant X temps sur cette période là, on était resté sur 62 jours à peu près. Là ça fait quand même un bon moment qu'on est dedans, hein, 62 jours justement, donc à voir, on va étudier ça. Tout le monde avait cru à ce moment-là qu'on était parti sur le bull run et puis finalement on avait rebondi parfaitement sur les 55% et qu'on était vraiment reparti très fort. Ethereum, c'est toujours la débandade, hein. Donc ça c'est le cours de Ether face à Bitcoin, donc c'est une catastrophe, d'accord? Donc on arrive quand même notamment à un point qui devient intéressant, à savoir, j'aurais pu vous le mettre, mais parce qu'on est pile dessus. Du coup je pourrais vous le mettre, mais c'était ce point là, donc à savoir les 0,22. alors on est un petit peu en dessous, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, mais c'était vraiment cette zone là moi qui m'intéressait sur l'étude donc d'Ether face à Bitcoin. On va repasser en 4 heures, de coup ça sera un peu plus simple. En tout cas Ethereum c'est catastrophique, on est repassé sous les 1800. Je vous avais dit et je vous le dis encore une fois, il faut qu'Ether reste dans cette zone-là, entre 1721 et 1814, il faut absolument rester dedans. C'est pas très bon de redescendre plus bas. Bon, c'est pas que c'est impossible, je dis que c'est pas très bon. Bref, c'est pas impossible par rapport au retard qui a été pris sur Bitcoin. Mais là, d'après tout le monde, c'est compliqué. Le Solana est lui aussi retourné dans une zone qui est plus compliquée. Et encore une fois, on y arrive petit à petit, mais ça fait... Franchement, là, ils commencent à me croire, les gens, mais depuis... janvier, même avant, je vous expliquais que le Solana à 260, en l'état actuel des choses, c'était une grosse connerie, que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait aller rechercher la parité, aller rechercher les 100 $. Bon, on n'y est pas encore, mais on en est vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus près de ma prédiction que de l'étude qui avait été faite par plein de gens à cette époque-là de Solana à 1000 $. Je pense, encore une fois, sincèrement, que le Solana va aller chercher les 100 000 $, les 1000 $, 100 000 $, on va se calmer. Je pense qu'il va aller chercher les 1000 $, mais avant ça, déjà, on va aller chercher les 280, à savoir son ancien plus haut, et aussi, on a une grosse zone importante sur la partie des 500 $. Mais je pense sincèrement qu'on va y aller. Mais pas avec du bullshit de même coin. On va y aller avec des choses intéressantes comme Helium et je t'en passe, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, et on va finir là-dessus, sinon la vidéo fera 2h30, quand tu regardes le cours du BNB, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, depuis mars 2024, donc ça fait un peu plus d'un an, le BNB c'est juste génial. Et même avant ça, quand tu regardes toute cette zone-là, donc depuis la remontée qu'on a fait donc de octobre, novembre, etc., c'est un vrai bon point le BNB, et c'était limite plus intéressant de faire un ETF par rapport à ce qu'il propose, hein, sur le BNB que sur Ether, parce que Ether, l'ETF il est sorti cet été, donc janvier 2001
C'est où cet été? Juillet. C'est juillet hein, le TF je crois. Ou juin, juillet, je sais plus. Mais je crois le TF on était à 3300 etc. J'avais dit à beaucoup de gens que ça allait flinguer le marché, ça l'a fait, c'est revenu après, ils m'ont dit et hop, bon. Ether et catastrophique. Voilà. Faites très attention à ce que vous voyez de partout. De toute façon, on le sait, les vues des gens qui font de la partie crypto, elles baissent à une vitesse qui est assez inquiétante, alors que ce que les gens disent, c'est extrêmement intéressant, hein. Notamment TK, Iril, Asher, pour en citer que certains. Ce qui est expliqué dans ces vidéos-là, qui font beaucoup moins de vues, sont normalement plus intéressantes, clairement, à regarder que les vidéos qui faisaient beaucoup plus de vues quand c'est la folie furieuse. Donc, passer du temps à vous éduquer dans ces périodes-là, c'est bien plus intéressant que de le faire quand on est déjà sur une euphorie totale ou une peur totale. Voilà. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la rediffusion sur la chaîne YouTube. Je vais rester avec ceux qui sont en live encore un petit peu de temps et je me prépare pour le cours des premiums pour ce soir. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube. N'oubliez pas une chose qui est la plus importante. D'accord ? Éduquez-vous aujourd'hui et investissez seulement demain. J'ai perdu ma propre phrase, c'est une catastrophe. Merci à vous. Ciao.